Moi je suis ingénieur en mécanique et en robotique de formation et j'ai fondé Leobotics en janvier 2021. Aujourd'hui elle emploie 3 personnes, donc Julie, notre chargée de communication, marketing et réseaux sociaux, Alexis, notre ingénieur robotique et chargé de projet, et moi. L'objectif de Leobotics, l'univers du robot, c'est de rendre accessible la robotique à tous. Donc sous forme de 3 points innovants. Initialement, nous sommes distributeurs de robots toutes catégories confondues. On peut conseiller n'importe qui vers n'importe quel type de robot. On en reviendra par la suite. On ne conçoit pas de robots, ni de logiciels. Nous proposons donc de l'achat-vente, du conseil, nos services de programmation jusqu'à l'installation et la formation de ces robots. Deuxième point, on a développé et ouvert en avril 2021, donc 4 mois après la création de la société, une des plus grandes bases de données de robots qui puisse exister. Une sorte de Google des robots avec un moteur de recherche et un outil comparateur afin de découvrir tout l'univers du robot à travers des critères de recherche et retrouver le robot qui vous convient. Et enfin, on a créé et inauguré le premier magasin de robots en France en décembre 2021, donc il y a environ 1 an, à Lyon. Un véritable espace d'innovation et de partage dans la thématique de la robotique. On a déjà une grosse partie de robots éducatifs, comme on peut voir ici. Donc pour les enfants et les grands enfants, on aura des robots jouets, des robots boules programmables, des robots chiens, des robots chats et humanoïdes pour apprendre la programmation et la robotique tout en s'amusant, associés à nos services d'atelier, de découverte, d'initiation et de formation. Ensuite, on proposera des robots de service, ce qu'on appelle les robots aspirateurs, tondeuses à gazon, nettoyeurs de piscine, avec nos services d'installation à domicile, adressés là cette fois-ci plutôt aux parents et aux grands-parents. Et enfin, des robots plus professionnels, comme nos robots d'accueil, des réceptions, pour les entreprises innovantes et de technologie, comme le robot Alpha Robin, ou robot Nao, robot Pepper et Cruiser. Des robots de télécommunication et d'assistance à la personne pour les seniors en perte d'autonomie ou les enfants en situation de handicap. Et enfin, des robots plus industriels pour les startups, TPE et PME. Enfin, quelques nouveaux marchés où Leobotics se développe avec des clients qui nous contactent pour d'autres types de robots. On parlera de robots nettoyeurs d'océan, comme notre partenaire Yadis, des robots quadrupèdes ou des plus gros robots humanoïdes encore, comme le robot Richie que l'on retrouve dans une université. Alors oui, très clairement, je vous aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais depuis les années 2010, l'engouement augmente partout. Et je dirais que les Français étaient un peu en retard, comparé au Japon, la Chine, l'Allemagne ou les États-Unis. Aujourd'hui, on voit un intérêt grandissant, avec des enfants qui apprennent la robotique dès l'école primaire, le collège, afin notamment de mieux appréhender le monde de demain. On visualise également très clairement les professeurs qui s'équipent de plus en plus en robotique éducative dans les lycées, les universités. On visualise nos ventes qui augmentent, les visites en ligne également, autant que de nouveaux salons en robotique qui se créent chaque année. En effet, Leobotics, l'univers du robot, avec comme ambition de rendre accessible la robotique, tout en démocratisant la robotique à chacun, tout robot confondu. En effet, on a remarqué quand même certains obstacles très légers. Les premiers obstacles, et on le voit depuis la création du premier robot, vraiment, c'est la peur liée à ces robots, liée à la science-fiction, avec l'homme qui déborde d'imagination et qui a créé des histoires, des livres, des pièces de théâtre et puis des films d'animation toujours plus réalistes. Et où pour faire sensation, finalement, on met le robot au cœur d'une polémique, souvent, qui va faire un peu peur à son spectateur. Et bien cela, nous, on le ressent vraiment aujourd'hui en magasin, ou vraiment en famille, entre amis, ou lorsqu'on parle de robots, voilà, la science-fiction a un petit peu amené une certaine crainte. Et ensuite, comme
de nombreuses autres sociétés et start-up, on voit en effet des obstacles économiques. Il y a déjà eu le Covid, comme tout le monde, touché, et puis après il y a eu la pénurie de composants électroniques, quand même, qui nous a beaucoup influencé nous, augmentation des coûts de transport, et aujourd'hui l'inflation qu'on ressent vraiment. Mais comme je vous le disais, en parallèle, on touche de plus en plus de personnes intéressées avec des robots qui permettent de répondre à différents besoins, accompagnement de personnes, éducation, etc. Donc on est dans une société quand même, nous, en pleine croissance. Non, pas du tout, vraiment à l'inverse, sur le robot Buddy de notre partenaire Blue Frog Robotics, ce sera vraiment un contre-exemple. Donc pour rappel, le robot Buddy permet de nombreuses fonctionnalités, permet l'accueil et la réception pour des entreprises innovantes par exemple, mais propose également de la téléprésence, de la télécommunication, de la télésurveillance même pour les seniors en perte d'autonomie. Associé à une montre connectée par exemple, on pourra également détecter la chute d'une personne et prévenir un proche ou les secours. On est également utilisé dans le domaine du handicap pour du divertissement, de l'éducation, avec des études qui ont d'ailleurs montré même les avantages de la robotique pour entrer en communication plus facilement, plus librement entre un robot et des enfants autistes, par exemple. Qui sera vraiment, en tout cas, attention, un outil intermédiaire pour un éducateur qui, je le rappelle, restera indispensable. Alors oui et non, clairement, non, car si on n'a pas besoin de technique, alors je pense personnellement qu'il ne faut pas mettre de visage à un robot. Oui, car si le créateur souhaite absolument en mettre un, de visage sur le robot, il prend le risque que son robot puisse repousser légèrement son utilisateur, au niveau de sa réceptivité. La plupart des robots supposés au contact de l'homme, comme un robot d'accueil de réception, le robot Pepper, made in France, franco-japonais, le robot Robin ou le robot Buddy, leurs ingénieurs respectifs vont travailler des semaines entières sur la création des visages, sur leur voix d'ailleurs, on parle des visages, mais les voix sont très importantes, afin de visualiser la meilleure réceptivité des utilisateurs avec leur robot. Ça va être vraiment des mois de conception, des semaines de tests, et au passage avec certains fournisseurs qui vont d'ailleurs refuser clairement que l'utilisateur change leur voix ou change le visage de leur robot parce qu'ils estiment que voilà, celui-ci est optimal. Et je trouve ça d'ailleurs vraiment mieux car c'est plus encadré, quoi. Pour moi, le visage n'est pas forcément nécessaire dans le robot. C'est ce que j'apprends souvent à mes étudiants, mais le robot répond principalement à un besoin spécifique. Si on prend le cas plutôt par contre d'un robot d'assistance à la personne pour les seniors, là on aura un besoin qui est quand même plus appuyé, quoi. Si on prend le cas d'un robot industriel, on se dirait que non, on n'a pas besoin de visage, et pourtant, sachez qu'il y en a qui en mettent ils mettent une petite tablette avec des yeux, c'est le cas du robot Sawyer, qu'on pourra vous montrer par la suite, vraiment avec deux yeux au-dessus d'un bras robot mécanique. Alors, pourquoi ils en ont mis un? Sûrement, encore une fois, pour une meilleure réception de l'homme pour la robotique. Le mieux serait de leur poser la question rapidement, pourquoi des yeux, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste citer le film d'animation Wall-E, et je le citerai parce que c'est vraiment un des seuls films où les robots ne sont pas méchants. Ils permettent vraiment des services d'assistance à la personne, voire même un peu trop assistants pour des hommes qui finissent finalement obèses. Néanmoins, les robots aident au traitement des déchets, recherchent finalement à la reforestation de la planète qui était abandonnée justement par l'homme. Donc là on voit vraiment les différents aspects que peut avoir la robotique vers l'homme, avec un homme encore une fois un petit peu à la dérive. Alors la vallée des franges, justement, c'est une courbe. Au début, prenons le cas
d'un robot jouet, robot Lego, ça nous fait pas peur parce que ça ressemble pas à un humain. Okay, ensuite, plus ça ressemble à un humain, plus en gros l'homme est moins réceptif. Jusqu'à ce que le robot vraiment ressemble beaucoup à l'homme, et dans ce cas on est beaucoup plus réceptif. C'est cette vallée qui nous fait peur, avec des robots qui tentent à ressembler à l'homme et pas du tout, et qui peut faire peur. Et en effet on le ressent aussi avec nos produits et d'autres robots. Par exemple, si on reprend toujours cet exemple du robot éducatif Obo, qu'on va faire sourire juste ici. C'est la même chose. Très intéressé par des personnes adultes, des hommes entre 50 et 60 ans qui veulent apprendre la programmation, la robotique. Les adultes vont donc l'adorer, prendront plaisir à le programmer et le rendre plus naturel, plus réel que nature, quoi. Alors qu'un enfant en bas âge aura plus de mal et préférera se diriger vers d'autres robots un peu moins ressemblants, un peu plus électroniques, parce qu'ils seront vraiment plus attirés. Si je prends maintenant un robot intermédiaire un peu mal fait, par exemple, qui va faire la tête, qui aura une joue qui fonctionne pas en même temps, on se sentira pas bien, c'est naturel, c'est cette vallée de l'étrange, on se sentira pas bien face à cette technologie qui ne ressemble pas à l'homme. Enfin, si je prends le robot Ameca, c'est un des derniers robots qu'on a vu au CES de Las Vegas l'année dernière, en 2022 je crois, un robot gris qui a vraiment les traits de l'homme. Là c'est là où on remonte au niveau de la courbe de la vallée de l'étrange. Ce robot-là ressemble vraiment à un homme, et du coup on aura vraiment beaucoup plus de facilité à interagir avec cette machine. C'est la fin de la courbe, on tend vers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'homme. Attention, on n'a pas encore évoqué la chose, mais la robotique ne peut pas plaire à tous. Il y aura toujours des réfractaires, comme dans de nombreux domaines. Alors oui, justement, moi je vais reprendre par exemple le film Avatar, qui était tant attendu. Personnellement, je suis ressorti de la salle en me disant wow, les animations sont incroyables. On est dans la 3D quasiment tout le long du film. Et bien ce seront ces mêmes travaux dans le but de ressembler au maximum au visage humain, qui permettront de donner aux robots les formes humanoïdes les plus représentatives possibles. Si je reprenais la tête du robot Sophia, qui peut avoir un problème de yeux ou de joues, là on est vraiment à la limite, et là on aura du mal à être réceptif, quoi. Si on reprend un autre film, le film Player One, peut-être que vous voyez, moi j'adorais me rendre dans un univers aussi bien fait que ça, mais c'est justement parce que les graphismes sont incroyables, sont clairement réalistes. C'est ce même comparatif que l'on peut faire avec les visages des robots. Alors, très peu de reconnaissance faciale chez les robotics, mais comme dit, un robot répond à un besoin, et on n'a pas forcément besoin de reconnaissance faciale dans tous nos projets. On n'a pas eu beaucoup chez les robotics en tout cas. Alors déjà une chose, attention à bien faire la différence entre reconnaissance de visage et reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, c'est reconnaître Paul de Léo de Pierre, alors que reconnaissance de visage, c'est bien reconnaître 2 yeux, un nez, une bouche. Le Buddy, par exemple, le robot Buddy, fait de la reconnaissance de visage et de squelette, une tête, 2 bras, 2 jambes. Le robot Robin, qu'on va vous présenter également ensuite, fait un peu de reconnaissance faciale.
Néanmoins, attention, en plus, l'exploitation de la reconnaissance faciale doit être très réglementée, hein. Elle l'est en France. Où va se retrouver les données exploitées, où sont-elles stockées? Il va falloir demander le droit à l'image à tout utilisateur, proposer des contrats même de RGPD aux utilisateurs, etc. Donc c'est une vraie contrainte et c'est pas souvent en besoin qu'on retrouve chez nos clients. Personnellement, je suis toujours très positif quant aux technologies dans l'avenir. Le visage robot créé par les hommes continuera d'évoluer et fasciner les hommes, le visage des hommes créé par les hommes pour les hommes. Néanmoins, comme je vous disais, pas nécessaire à chaque fois. Comme précédemment dit, vraiment en fonction du besoin. La reconnaissance faciale, peut avoir des avantages très bénéfiques, comme on le disait juste avant, pour la prévention, tant que sécurisée. Et quant à la relation homme-robot, je pense clairement que celle-ci va se développer encore, va se démocratiser, afin que l'homme puisse vraiment bénéficier de tous les avantages de la machine, comme on l'a déjà dit, assistance à la personne, rééducation des maladies musculo-squelettiques, on n'a pas parlé, on va pouvoir développer et partager avec des personnes en situation de handicap, etc. etc. Pas hésiter à venir chez Leobotics, ici, à venir découvrir nos différents robots, au 38 quai PRH à Lyon. Partager, découvrir l'univers du robot, partager sur ces différentes thématiques.